Bonsoir à vous tous, merci d'être encore avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de ce jour, nous allons en Gambie pour évoquer la mort du père de l'indépendance de ce pays. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le premier président de la Gambie indépendante, Sir Daouda Jawara, renversé en 1994 lors d'un putsch mené par Yahya Jammeh, est décédé mardi à l'âge de 95 ans, a-t-on appris de sources officielles. C'est avec regret que j'ai appris la disparition de l'ancien président Sir Daouda Jawara, décédé à l'âge de 95 ans, a déclaré sur ses comptes Facebook et Twitter l'actuel chef de l'État Adama Barrow. Adama Barrow a déploré une grande perte pour ce pays en particulier et pour l'humanité en général. Les drapeaux seront mis en berne, ont indiqué le ministre de la Pêche Gomez James, ainsi que la présidence. Les funérailles d'État de M. Daouda Jawara se dérouleront jeudi à partir de 16h GMT à l'Assemblée nationale. Mamadou Diouf, le personnage qui vient de tirer sa révérence, était-il emblématique en Gambie? Oui, c'était un personnage très emblématique en Gambie. En fait, comme tous les premiers présidents, on les considère comme étant les bâtisseurs de nos États, même si dans la réalité, ils n'avaient pas réussi à développer la Gambie. Et c'était un personnage qui n'était pas comme les présidents éloignés de leur peuple. C'est quelqu'un qui était très proche de son peuple, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qu'on pouvait approcher très facilement. Et ça a fait que ceux qui ont connu la Gambie pendant cette période, ou bien nous autres Sénégalais qui sommes directement, je ne dirais pas les voisins, puisque la Gambie est à l'intérieur du Sénégal, on était tous habitués à ce personnage, à sa façon de parler, à sa simplicité. Donc effectivement, c'est quelqu'un de très connu pour les Gambiens qui ont un certain âge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quitté le pouvoir quand même depuis 1994. Alors justement, vous l'avez dit, pour les Gambiens d'un certain âge, on a l'impression que ce personnage n'a pas été célébré comme il le fallait. Malheureusement, c'est un peu le défaut d'une bonne partie de nos pays africains. À l'exception du discours du président Félix Tshisekedi, qui, quand il est devenu président, a reconnu que la RDC n'a pas commencé avec lui. Et dans son discours d'investiture, il était revenu sur toutes ces personnes qui ont précédé. Nous n'avons souvent pas cela. Dès que quelqu'un arrive au pouvoir, c'est comme si le pays commence avec lui. Ça fait qu'il est parti, j'allais dire, discrètement, alors que c'est quelqu'un qui avait sa place dans le cœur d'abord des Gambiens. C'est quelqu'un qui a une place également incontestable dans l'histoire de la Gambie, puisque c'est avec lui que la Gambie accède à l'indépendance. Mais malheureusement, dans nos pays, très souvent, nous apprenons plus l'histoire des autres que notre propre histoire. La Gambie ne fait pas exception par rapport à une telle chose, de sorte qu'effectivement, même en tant qu'ancien président, on aurait dû l'honorer à plusieurs reprises avant sa mort, parce que parfois, c'est ce qu'on fait aussi. On attend que tout soit fini pour venir décorer la personne après la mort, faire des hommages, etc., et puis oublier à nouveau la personne. Alors que pour moi, la meilleure façon de décorer une personne, c'est de le faire pendant que la personne est vivante. Il méritait des hommages de son vivant. Ce n'est pas seulement à sa mort qu'il fallait le célébrer. Est-ce que Daouda Jawara était un combattant? C'est-à-dire, est-ce qu'il a mené la Gambie à l'indépendance à travers des combats, ou c'était plus une indépendance négociée? C'était plutôt une indépendance négociée. Il ne faut pas qu'on oublie que la Gambie, c'est un tout petit pays. Les pays africains déjà sont souvent de petits pays. La Gambie, c'est un tout petit pays. Donc, avec l'Angleterre, avec la reine Elisabeth en particulier, il n'y a pas eu une bataille particulière. C'est vrai que c'était un panafricain. Il ne faut pas qu'on oublie que dans ses études, il est passé également par le Ghana. Donc, il a côtoyé le panafricain par excellence du Ghana. Raison pour laquelle c'est quelqu'un, effectivement, qui a été au-devant de cette lutte qui a mené la Gambie à l'indépendance. C'est vrai que ça n'a pas été une lutte où on a eu besoin de prendre les armes, mais il a créé son parti. C'est lui qui a fait les négociations à partir de 1965 jusqu'à la proclamation de l'indépendance de la Gambie en 1970. Donc, il a été incontestablement l'acteur principal de l'indépendance de la Gambie. Alors, avec le Sénégal, il a entretenu des relations qu'on peut qualifier de mi-figue, mi-raisin quelquefois.
Non, il avait de très bonnes relations avec le Sénégal. C'est plutôt avec Yaya Jammeh que les relations Gambie-Sénégal se sont mélangées. À la limite, c'était un Sénégambien, comme nous on dit. C'est quelqu'un qui tenait autant à la Gambie qu'au Sénégal. Vous avez une colonie de Sénégalais qui vivent en Gambie, mais c'est des gens qui s'étaient installés en Gambie comme s'ils étaient chez eux. Aucun problème, d'aucune sorte. Et ça, c'était une des particularités avec ce président. Il venait régulièrement au Sénégal. Il a eu de très bonnes relations avec le président Léopold Sédar Senghor, puisqu'il l'a rencontré. Il a eu de très bonnes relations également avec le président Abdou Diouf. Et une des preuves de ces bonnes relations, il y a eu un coup d'État qui a été intenté contre lui en 1981 par Kukoy Samba Sagna. C'est l'armée sénégalaise qui est allée en Gambie pour faire échouer le coup d'État. Par la suite, la Gambie et le Sénégal plutôt, ont tenté même de mettre en place une confédération sénégambienne pour ramener, parce que dans l'histoire, la Sénégambie a existé. Nous avons les mêmes peuples, nous parlons les mêmes langues, pour essayer de restituer cette Sénégambie. Malheureusement, là, ça n'a pas marché. Ça a duré peut-être une année à peu près. Mais finalement, ça s'est cassé parce que les deux dimensions des deux pays n'étaient pas les mêmes. De 50% ne pouvaient pas se faire. Et la Gambie avait l'impression qu'elle était en train plutôt d'être avalée par le Sénégal, ce qui n'était pas véritablement le cas. Mais objectivement, ça ne pouvait également pas se passer autrement. Donc, de façon générale, il n'y a pas eu de difficulté entre lui et le Sénégal en termes de relations, à part l'échec de cette tentative de remise en place de la Sénégambie. Alors, il était, après l'indépendance, élu et réélu jusqu'à son renversement en 1994. Étaient-ce des élections plutôt libres ou des coups de force électoraux? Bon, il y avait coup de force dedans, mais il y avait quand même une possibilité de s'opposer en Gambie parce que c'est lui qui, à un certain moment, a amené ce qu'on peut appeler la République gambienne, puisqu'au départ, le président était élu par le Parlement. Il a accepté rapidement qu'on aille vers le suffrage universel. Il a été élu plus parce qu'il n'y avait pas véritablement d'opposition également. Comme je disais tout à l'heure, la Gambie est un tout petit pays et c'est quelqu'un qui était porté véritablement par les Gambiens. Même quand vous le voyez, son habillement, il est tout le temps presque habillé en africain avec son boubou, avec son bonnet, très, très, très proche des populations. Quand il passait quelque part, quand il faisait sa campagne, vous voyez carrément que c'est quelqu'un que les gens aimaient. Mais malgré tout, ces 24 années au pouvoir, il ne les a pas passées tranquillement. Il a connu 11 tentatives de coup d'État, dont 2 ont failli marcher, parce que le coup d'État de Kukoy Samba Sanjang, dont je parlais tout à l'heure, a pratiquement marché. C'est le Sénégal qui l'a bloqué. Ensuite, c'est le coup d'État de Yaya Jammeh qui est venu mettre fin à son pouvoir en 1994. Mais jusque-là, il gardait une certaine popularité, même au moment du coup d'État, de sorte que même le président Jammeh n'a rien fait contre lui, ni contre ses ministres. Moi, curieusement, j'étais en Gambie au moment du coup d'État de Yaya Jammeh. J'étais à Fadjara, là où il loge, où il y a la maison familiale, là où logent les ministres, puisque c'est un peu la zone résidentielle. Le coup d'État s'est fait de façon, j'allais dire, assez simple, puisque moi, le lendemain, je me suis levé, aller à l'agence pour régler les questions d'avion pour pouvoir partir, parce que j'en avais fini également avec ce qui m'avait amené en Gambie. Donc, les gens ne se sont pas levés après contre le président ou quoi que ce soit. Il s'est exilé un temps. Ensuite, il est revenu en Gambie. Alors, justement, on ne comprend pas un président, comme vous le décrivez, qui était un peu aimé de sa population, qui avait de très bonnes relations avec ses voisins. Qu'est-ce qui a justifié le coup d'État de 1994? Eh bien, Yaya Jammeh, je me rappelle, comment il disait encore, âme faucisse, je ne sais plus quoi, il y a une expression en anglais qu'on nous répétait à la radio. Et quand ils faisaient leurs déclarations, ils parlaient de corruption, ils parlaient de népotisme. Bon, c'est comme d'habitude, quand le coup d'État arrive, le régime qui était là, c'est vraiment le diable en personne. Ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est qu'effectivement, il n'avait pas pu faire décoller la Gambie comme les Gambiens s'y attendaient. Ça, il faut le dire, parce que je suis passé par l'aéroport de Banjul à l'époque, mais tu avais l'impression que c'était un gros garage de mécaniciens. Et tout ce qui passait à l'époque dans ce pays se posait la question, mais comment un aéroport pouvait avoir cet état-là? Mais ce n'était pas quelque chose qui était propre à la Gambie également, il faut le dire. Beaucoup de nos pays ont réformé leurs aéroports après pour que ça puisse avoir un certain standing, ce que Yaya Jammeh a quand même fait également pour l'aéroport de Banjul. Donc il y avait quand même des choses à lui reprocher. Les Gambiens ne s'en sortaient
véritablement pas, bien que ce n'était pas la pauvreté, ce n'était quand même pas la misère. Les Gambiens sont dans une zone intéressante avec le fleuve. C'est des gens qui vivent de façon très locale, qui mangent également local. Donc, ils n'avaient pas trop de problèmes au moment où Yahya Jammeh faisait le coup d'État contre Daouda Kairaba Jawara. Alors, le président Daouda Jawara a été également anobli par la couronne britannique. Ça veut dire qu'il était également en de très bonnes relations avec la Grande-Bretagne, qui était quand même l'ancienne métropole. Effectivement, avec la reine Elisabeth, il y avait de très très bonnes relations. Il partait régulièrement au niveau de l'Angleterre. Et même pendant les 5 années entre 1965 et 1970, un peu comme ce qui s'est passé avec le système français, il y avait une sorte, j'allais dire, d'union anglaise où la Gambie n'était pas totalement indépendante, mais la Gambie n'était plus totalement également une colonie. Il était en ce temps ministre de la couronne. Donc il a servi sous Elisabeth pour dire que les relations sont réelles, et il est régulièrement allé également en Angleterre où il a étudié en Écosse, puisque c'est un vétérinaire, donc ce n'est pas un espace qui lui est étranger. Avec la reine, il y avait de très très bonnes relations. On n'a jamais senti une difficulté sur ce plan-là. La Gambie était dans le Commonwealth. C'est avec Yahya Jammeh à un certain moment qu'il y a eu des problèmes, mais avec lui, il n'y a vraiment pas eu de problème avec l'ancienne puissance coloniale. Donc, de son vivant, ce n'était pas quelqu'un qui enseignait dans les écoles. Aujourd'hui, vous pensez qu'il est important que ce personnage soit au cœur des études en Gambie? Mais tout à fait, pas seulement pour la Gambie. Il faut qu'on cesse d'aller apprendre les gens des autres en oubliant nos propres gens. Combien d'Africains aujourd'hui méritent qu'on parle d'eux dans leur propre pays et on ne le fait pas? Parfois même, ce qui est le plus curieux, vous avez un Africain qui n'est pas connu chez lui, mais qui, à l'étranger, est très bien connu, qui est considéré comme une référence. Quand vous venez chez lui, vous en parlez, les gens peuvent même vous demander de qui vous parlez. Ou bien, si on connaît le nom, on ne connaît pas ce rayonnement qu'il a à l'étranger. Mais quand vous allez en France, dans le programme français, même les anciens combattants, les poilus, on essaie de les étudier individu par individu, jusqu'à des anecdotes avec celles avec qui il a failli se marier juste avant d'aller à la guerre. Mais on doit faire exactement la même chose avec les personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire de nos pays. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un court moment de pause et après on reçoit l'invité de ce jour.